Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je suis Marjorie Jaffré, chargée de communication en alternance au Greffe Bretagne et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire d'une heure intitulé Pêche et conchyliculture en Bretagne, quel emploi, quel parcours, qui fait partie de notre programme des rendez-vous sectoriels du Greffe. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers de la mer avec Cap Avenir qui est membre du réseau IDEO, le service public régional d'information et d'aide à l'orientation. Cap Avenir est une association qui a plusieurs missions, dont celle d'accompagner les personnes en orientation ou en reconversion vers les métiers de la mer. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Émilie Larmet, chargée de mission emploi-formation à Cap Avenir, qui pourra nous en dire davantage sur ces métiers. Bonjour Émilie. Bonjour, bonjour Et, à tous. et pour démarrer ce webinaire, nous allons découvrir la troisième édition de l'Observatoire de l'économie maritime en Bretagne, réalisé par les réseaux des CCI de Bretagne et les agences d'urbanisme et de développement, en partenariat et avec le soutien de la région Bretagne. Gilles Poupard, directeur d'Audelor, l'agence d'urbanisme et de développement du pays de Lorient, qui a participé à cette étude, nous en présentera quelques chiffres clés. Bonjour Gilles. Bonjour à toutes et à tous. Et enfin, Sylvie Rochard, responsable du pôle accompagnement des acteurs au Greffe Bretagne, sera présente avec nous dans le chat aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions et ainsi qu'aux intervenants et nous essaierons d'y répondre au fil de l'eau ou bien en fin de session. Nous allons pouvoir débuter ce webinaire avec Gilles. Gilles, pourriez-vous nous présenter l'étude menée par l'Observatoire de l'économie maritime en Bretagne, s'il vous plaît? Cet observatoire régional de l'économie maritime, comme ça a été précisé, donc c'est la troisième édition. C'est un travail que l'on mène avec les agences d'urbanisme de Bretagne et, le réseau des CCI et l'idée qui est une demande du Conseil régional de Bretagne pour bien mesurer ce que représente l'économie maritime au niveau régional, puisque, comme vous savez, l'économie maritime a des différents secteurs d'activité, quel est son poids, quel est le poids de ces différents secteurs, quel est le poids de l'économie maritime globalement sur la Bretagne, et de regarder également territoire par territoire. Donc ça permet pour tous les acteurs emploi-formation ou du développement économique territoriaux ou sectoriels d'avoir cette vision de l'économie maritime dans son territoire, suivant les différents secteurs. Donc, je vais vous présenter rapidement les principaux éléments pour finir sur le volet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, qui est les produits de la mer alimentaire et notamment la pêche. Et donc, on va aller en entonnoir de l'ensemble des emplois maritimes pour finalement cibler sur le côté pêche et aquaculture. Donc le rappel méthodologique, donc voilà, je vous ai déjà dit, la question des deux réseaux qui fonctionnent en partenariat pour la troisième fois, donc ce qui nous permet maintenant d'avoir un recul quand même depuis 2016 jusqu'à 2024. Et les sources qui ont nourri cet observatoire, c'est les données de l'URSSAF, pour avoir l'ensemble des emplois. On a pris le l'INSEE pour les répartitions femmes-hommes et par classe d'âge. Et puis pour le sujet pêche et aquaculture, on a les statistiques de la DIRMNAMO, donc qui gère le côté pêche, et puis le côté aquaculture, qui est de la Grèce, qui est l'observatoire de plutôt volet agriculture et aquaculture. Pour bien préciser ce qu'on appelle dans cet observatoire l'emploi maritime, puisque qu'est-ce qu'un emploi maritime? C'est un emploi dans une entreprise ou dans un établissement dont 25% de l'activité dépend de la mer. Donc c'est ça l'arbitrage, puisque vous avez des entreprises qui peuvent être classées par exemple dans le secteur d'activité du textile, mais qui en fait font des voiles, et donc elles sont pas dans un secteur qui va être estampillé maritime, mais qu'il faut retrouver pour dire, ben oui, cette entreprise est maritime. Et puis vous avez des entreprises qui travaillent, par exemple, en partie pour la construction navale, mais qui vont travailler aussi pour d'autres constructions qui vont aussi faire de la peinture ailleurs que dans la construction navale, par exemple. Et donc, s'il y a un seuil de 25%, on considère que l'entreprise est liée au maritime. Donc, c'est ça qui fait que c'est un travail qui prend du temps parce que c'est pas juste de compiler les statistiques, mais c'est d'aller chercher sur l'ensemble des territoires et sur l'ensemble des entreprises, toutes celles qui ont un lien avec la mer. Donc, comme les deux réseaux CCI et agences d'urbanisme sont répartis un peu partout sur le territoire,
on a une connaissance assez fine de ces établissements. Les filières maritimes analysées, il y en a 16, donc je ne vais pas vous les détailler, mais ça va de la défense nationale liée à la mer, notamment la marine nationale, la construction navale, les câbles de sous-marins, les produits de la mer alimentaires, les produits de la mer non alimentaires, notamment les algues, et jusqu'au aussi l'enseignement supérieur et la recherche liée à la mer. Voilà, donc vous avez ces 16 critères, ces 16 secteurs. Les principaux résultats, c'est déjà, donc pour commencer, l'entonnoir le plus global, c'est qu'il y a 70 000 emplois maritimes en Bretagne. Donc ce qui est un chiffre important, mais qu'il faut aussi, comme toujours, relativiser, c'est que on a à peu près 1,3 million d'emplois en Bretagne, donc ça fait que 5% de ce total des emplois bretons. Donc il y a aussi beaucoup d'emplois en Bretagne qui n'ont rien à voir avec la mer, puisque la Bretagne n'est pas que littoral, comme vous le voyez sur la carte. Et après, on a aussi par pays, donc 70 000 emplois avec les principaux. Le premier, c'est le pays de Brest, le deuxième, c'est le pays de Lorient, et après, vous voyez sur la carte qu'on a la Cornouaille, Morlaix, pays de Saint-Malo. Mais il y a aussi des emplois maritimes qui sont dans les terres, puisque vous pouvez avoir de l'industrie agroalimentaire, notamment, liée aux produits de la mer, donc qui va être compté dans le maritime. Et sur Rennes, vous pouvez avoir de l'agroalimentaire maritime, mais aussi de la recherche, des startups qui sont connectées avec le maritime. Mais bon, c'est quand même logiquement principalement situé sur le littoral. Donc, on a ce premier résultat de 70 000. Après, quand on regarde par rapport à nos 16 secteurs, bon, il y a 4 poids lourds. Les poids lourds, premier poids lourd, c'est la marine nationale et la défense, les activités de défense liées à la mer, sans compter Naval Group qui, lui, est compté dans la construction et la réparation navale, même si son activité est de construire pour la défense et la marine, mais c'est pas directement une activité de défense et de marine. Le deuxième, c'est les produits de la mer alimentaires, où là, on est sur le chiffre de 16 000 emplois, 23% du total, construction et réparation navale 20% et nautisme 11%. Donc, quand on additionne ces 4 secteurs, défense, produits de la mer alimentaire, construction et réparation navale et nautisme, on a 80% des emplois. Le reste, après, vous voyez sur le graphique, pèse moins, mais bon, il peut y avoir aussi des secteurs en développement dans ce domaine-là, ou des secteurs très importants, que ce soit les ports de commerce, que ce soit le loisir, etc. Ce qu'on peut dire aussi globalement, avant d'aller vers les produits de la mer précisément, c'est que on a quand même, par rapport à la période 2016-2019 qu'on avait étudiée précédemment, en croissance annuelle, on est sur un rythme là de 0,5%, alors qu'on était sur un rythme de 1% annuel de création d'emplois. Et cette diminution du taux de croissance annuel vient du fait qu'on a une forte baisse pour les produits de la mer alimentaires. Il y a une stabilité pour la défense et on a plutôt une belle dynamique pour la construction et réparation navale. Donc on a quand même créé depuis 2019 1730 emplois supplémentaires. Et vous le voyez un peu sur le graphique, hein, c'est notamment nautisme, construction navale qui tire cette croissance. La défense est stable, la mer alimentaire, ça diminue pour construction navale et nautisme. Ce qui a une influence sur les territoires, c'est que les secteurs d'activité, construction navale et nautisme sont surtout en fort développement sur Lorient et Brest. Donc, c'est ces territoires-là qui en bénéficient. Et le secteur par exemple, il y a aussi des baisses de l'emploi produits de la mer, pêche et produits de la mer alimentaire sur l'Orient, mais c'est compensé par les créations d'emplois en construction navale et nautisme. Par contre, sur la Cornouaille, qui est le pays le plus touché par cette baisse des produits de la mer alimentaire, sans qu'il y ait une compensation par des créations d'emplois importantes dans d'autres secteurs. Donc c'est le plan de sortie de flotte dans la pêche, notamment, qui a eu des impacts. Alors, vous verrez tout à l'heure que c'est pas parce que le produit
que ce secteur-là perd des emplois, qu'il n'y a pas d'embauche, hein, parce que là, on est sur du solde net. Il y a aussi toujours des recrutements, il y a aussi des départs en retraite, il y a aussi du développement. Mais là, on regarde un solde. Fin 2019 par rapport à fin 2024, on compte les emplois, donc on dit voilà, il y en a moins. Ça ne veut pas dire que le secteur est complètement à l'arrêt, pas du tout. C'est ce qui va vous être expliqué tout à l'heure, mais ça donne un contexte général euh, important à connaître également. Donc sur les activités de produits de la mer alimentaire, vous avez ici la carte avec, vous avez donc vous voyez les pôles principaux, donc là, c'est localisé à la commune, hein. Donc cet observatoire est disponible, hein, et en diffusion libre, hein. Donc il est disponible sur les sites de la région et sur le site des agences d'urbanisme et de la CCI régionale. Et donc vous voyez les pôles d'emploi importants. Et quand c'est en rouge, il y a eu des baisses fortes en pourcentage, et orange aussi. Donc vous voyez, c'est là qu'on voit bien que la Cornouaille a été touchée, mais sinon on voit le poids important sur la Cornouaille, sur Morlaix, sur Lorient et sur Saint-Malo notamment, et sur un peu également autour de la baie de Saint-Brieuc. Donc moins 10% en emploi, un secteur qui a subi de plein fouet le plan de sortie de flotte et le Brexit. Et quand on regarde précisément ce secteur des produits de la mer alimentaire, donc là on finit notre entonnoir, on est passé de 70 000 en emploi maritime à 16 000 pour les produits de la mer alimentaire, et quand on sur la pêche et l'aquaculture en mer, c'est 5 000 emplois au niveau breton. Avec, donc ça représente, vous voyez sur ce petit, c'est pas un camembert, mais c'est plutôt un donut. Sur ce donut, on a 31% pêche et aquaculture en mer, 26% sur le côté transformation et conservation, qui sont pas, c'est pas forcément que du poisson breton, hein, qui est traité dans ces transformation et conservation, mais voilà, ça représente un poids important. Les plats préparés ensuite le commerce de gros et autres. Et on voit dans les évolutions, qu'il y a des diminutions en pêche et aquaculture, et également des diminutions en transformation et conservation. Par contre, le côté plat préparé connaît une croissance. Et donc, pour terminer cette introduction et passer la parole à Émilie, vous avez ici la carte des 5 000 emplois fin 2024, donc des 5 000 emplois pêche et aquaculture, avec au premier rang Pays de Cornouailles, au deuxième rang Pays de Saint-Malo, ensuite Saint-Brieuc, et puis après Lorient, Auray, Vannes. Donc ça, c'était une localisation des statistiques de la DIRNAMO pour pouvoir bien localiser les emplois de la pêche et de l'aquaculture sur l'ensemble du territoire breton. Donc voilà, ma présentation est terminée. Je suis à votre disposition pour quelques questions, je crois, et après, on laissera la parole à Émilie. Merci beaucoup, Gilles, pour ce cadrage de l'Observatoire. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, nous avons partagé le lien dans le chat il y a quelques minutes. Euh, Merci encore, Gilles. Donc, pour entrer maintenant dans le vif du sujet, je vais laisser la parole donc à Émilie Larmet de Cap Avenir. Émilie, nous allons le voir, le secteur maritime est un pilier de l'économie régionale. Auriez-vous 3-4 chiffres à nous présenter pour montrer l'importance de ce secteur en Bretagne? Alors merci Marjorie, et pour faire suite à ce que disait Gilles, voilà quelques chiffres, parce qu'on s'est rendu compte que souvent on l'oubliait. On est quand même entouré par un peu plus de 2700 kilomètres de côte, donc une économie maritime importante, hein. Gilles vient de le montrer. On est la deuxième région maritime. Et puis, on représente 35% de la pêche nationale. Donc, c'est aussi pour ça que je viens vous parler de ce secteur-là. C'est parce que c'est un secteur d'activité dans les métiers de la mer qui pèse, en tout cas au niveau national. Et on est la deuxième région ostréicole. Je vous reparlerai tout à l'heure de cette partie-là. Mais voilà, la région Bretagne, du coup, en ce qui concerne la pêche et les cultures marines, puisque Marjorie, tu
parlé des métiers de la mer tout à l'heure, mais la spécificité de Cap Avenir, c'est bien de vous parler de cette filière-là avec ces deux secteurs-là, la pêche embarquée et la conchyliculture. Merci Émilie pour ces premiers chiffres. Pourriez-vous nous éclairer sur cette double identité du coup du secteur, puisqu'on a, comme vous disiez, d'un côté la conchyliculture, donc qui est l'élevage de coquillages très ancrés sur nos côtes, et de l'autre côté la pêche embarquée, afin de mieux comprendre les spécificités de chaque filière. Oui, tout à fait. Alors, on parle pas de la même chose, en effet. Il n'y a pas les mêmes prérogatives. Je vais vous présenter ça tout de suite et on va commencer par la partie, en effet, conchyliculture. Alors, le mot est un petit peu compliqué, hein. Quand on fait de la promotion, je vous cache pas que vos jeunes et ou adultes en reconversion ne retiennent pas ce mot-là. C'est l'élevage de coquillages. Mais plus particulièrement en Bretagne, on va parler de différents métiers. Et le premier, ça va être l'ostréiculture, hein. C'est ce qui va être le plus présent sur nos côtes. Donc, c'est la partie huître. On va parler de mytiliculture, donc la partie moule. Donc, ça aussi présent sur l'ensemble des côtes bretonnes. Et là, je vais pas vous embêter avec ça, mais parce qu'on parle de l'élevage de coquillages, il fallait que je le note. Donc, on a aussi la cérastoculture, je le retiens pas non plus, hein. Donc, je peux pas le demander. Voilà, ça représente une toute petite partie. La vénériculture aussi, donc c'est les coques et les palourdes. C'est un des métiers de l'élevage de coquillages. On en trouve un petit peu en Bretagne, on en trouve notamment en Bretagne Sud, mais peu de recrutement. Donc, c'était pour ça que voilà, j'insistais pas sur cette partie-là aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire en fait par rapport à l'élevage de coquillages, c'est que du coup, on a tendance à penser huîtres ou moules à la partie uniquement mer et production, sauf qu'en fait, ça représente beaucoup plus de métiers que ça ou d'activités que ça. C'est un secteur en fait où on peut réaliser des activités hyper variées et différentes. De la production jusqu'à la distribution, en passant par les fonctions support que vous connaissez habituellement. Donc voilà, production, je vais vous en reparler rapidement juste après, mais là on va être sur les métiers en effet d'ouvriers qualifiés ou pas, de chef d'équipe, on est vraiment sur le terrain. On va avoir la partie distribution-vente, c'est important de l'avoir en tête. Et en fait, ces métiers-là, ces activités-là, elles vont avoir une importance différente en fonction du territoire sur lequel vous vous trouvez. Hein, par exemple, on va avoir beaucoup plus de vente, de dégustation, de services, etc. en Bretagne Sud, puisqu'on a des zones de dégustation plus importantes que ce qu'on va trouver en Bretagne Nord, où on va trouver des métiers ou des postes du recrutement qui va plutôt être centré sur la partie production. Et puis les fonctions support. Donc, comme dans tous les secteurs, mais c'est important d'y penser parce que sur les métiers du littoral, on va retrouver des entreprises qui vont recruter dans ces secteurs-là. Bon, maintenant, je vous cache pas que plutôt des plus grosses entreprises, hein, parce que voilà, 80% de nos entreprises, alors je suis pas exacte sur le chiffre, mais en tout cas une grande majorité sont des petites entreprises, donc entre 1 et 5 ETP. Donc, en effet, c'est pas dans ces entreprises-là qu'on va retrouver les fonctions support, mais il y en a quelques-unes importantes que vous connaissez peut-être et qui vont recruter sur ces fonctions-là également. Alors moi, je l'ai fait tout en images. J'ai mis moins de graphiques, mais c'était l'intérêt de commencer par les chiffres et d'avoir la mer. Je voulais vous faire rêver, même si vous pouvez le voir. En fait, j'ai choisi cette image-là parce que pour la partie production, vous pouvez le voir, c'est un métier qui peut être un peu sollicitant. Il y a une partie manuelle. Ça, c'est la partie mer. C'est-à-dire une des parties en fait des métiers de la conchyliculture, c'est de passer 50% du temps en mer. Pour l'ostréiculture, hein, ça va être principalement le retournement des poches d'huîtres hein, que vous voyez ici. En mytiliculture, j'ai pas mis pour tous les secteurs, hein, mais ça va être notamment l'ensemencement et la récolte des moules sur les fameux pieux que vous avez peut-être vus dans les baies aux alentours de chez vous. Pénétin en zone sud jusque la baie du Mont-Saint-Michel en zone nord. Donc on en a tout autour. Mais le message que je voulais vous faire passer, c'est ce qui va faire la différence avec la pêche embarquée tout à l'heure, c'est que là, ces métiers-là, ils ont de l'intérêt pour des gens que vous rencontrez parce qu'ils sont moitié terre, moitié mer. Et donc, comme vous pouvez le voir sur cette image-là, une partie du boulot, quand on travaille dans le coquillage, eh ben, c'est de le laver, de le conditionner, de le trier pour le vendre.
Et du coup, quand on a des gens qui veulent pas passer tout leur temps en mer, tout leur temps à l'extérieur, ben on a aussi toute cette partie-là qui peut être intéressante. En général, la journée est partagée en moitié. On a aussi des semaines qui sont partagées en fonction des marées ou pas. Ça fait partie des conditions de travail. Du coup, ça bouge tout le temps. Ça dépend de la saison, ça dépend de la semaine. Donc, quelqu'un qui a envie de trucs concrets, ça bouge et ça change. Là, ça fonctionne sur l'élevage de coquillages, que ça soit les moules ou les huîtres. Évidemment, j'étais là pour vous parler des métiers, de ce qu'on peut trouver, mais quand et où, comment. Et du coup, on est obligé, quand on parle de conchiliculture en Bretagne, de vous parler de la saisonnalité. Comme les métiers de l'agriculture, comme beaucoup de métiers primaires, ça va être marqué par le fonctionnement de la nature et du coup de la saison. En ostréiculture, on va notamment recruter l'été. Donc là, plutôt pour des saisonniers qui vont faire uniquement le travail en mer, en fait, pendant l'été. Donc ce que vous venez de voir juste avant, en fait, hein, le travail notamment sur les poches d'huîtres. Donc quand vous rencontrez jeunes ou moins jeunes qui ont un creux pendant l'été, là, il y a beaucoup de recrutement à ce moment-là. Et à l'inverse, pendant la saison d'hiver, à Noël par exemple, on va beaucoup recruter pour être à terre. Donc, c'est-à-dire préparer vos bourriches. Je pense que vous le savez tous. On aimerait mieux que ça soit plus régulier toute l'année, mais on est tous concernés. On mange beaucoup plus d'huîtres en fin d'année que le reste du temps. Pour autant, il y a quand même une saison, hein, pour ceux qui souhaitent découvrir l'ostréiculture qui va être marquée de octobre à mars. Donc, on a régulièrement des contrats sur 6 mois, hein, 5, 6 mois, 7 mois, en fonction de la taille de l'entreprise. Mytiliculture. Donc, on a parlé des huîtres, on va sur les moules, ben, c'est l'inverse. Du coup, pour la saison en mytiliculture, on va avoir principalement besoin l'été. Hein, si vous regardez votre consommation, vous allez voir que c'est pendant l'été que vous mangez principalement des moules. Donc, on va les récolter et avoir besoin de main-d'œuvre de mai, juin jusqu'à novembre-décembre en fonction des territoires, hein, en fonction de là où on se trouve, hein. Voilà, moi je suis en baie de Saint-Brieuc, la saison est plus petite en fait, donc on travaille de juin à septembre. Hein, si vous allez en baie du Mont-Saint-Michel ou du côté de Pénétin en Bretagne Sud, là vous allez avoir une saison qui va être plus importante en fait. Donc, mais du coup, là aussi, ça veut dire des contrats de 7, 8 mois. Donc, intéressant à ce niveau-là parce qu'on peut travailler dans ce secteur-là sans diplôme, en tout cas dans un premier temps, tester le métier et ensuite voir si on veut y être embauché de manière permanente. Et c'est ma dernière phrase. Je vous parle de la saisonnalité, il y a des CDD, mais évidemment, la plupart des CDD, en tout cas actuellement, sont transformés en CDI quand les gens le souhaitent parce qu'on a un vieillissement de la population, hein. Gilles en a parlé rapidement tout à l'heure. Ça sera vrai aussi pour la pêche. 43% ont plus de 50 ans, 70% plus de 40 ans. Donc voilà, le déficit, il est aussi structurel, donc de l'emploi, qu'il soit saisonnier ou permanent. Permanent, ça veut dire CDI, hein, à l'année. Parce que même s'il y a une augmentation de l'activité sur la saison, nos mytiliculteurs, ostréiculteurs, ils travaillent toute l'année. Voilà pour cette partie-là. Merci beaucoup, Émilie, c'était très clair. Du coup, on va rester un peu sur ce thème, mais du coup, vous parlez des CDD, CDI, et au-delà de l'entrée dans les métiers, quelles sont les perspectives d'évolution et est-ce qu'on peut monter en compétences et construire une véritable carrière, du coup, dans ces métiers sur le long terme? Ah, complètement. Et je vais vous le montrer en fait. Je crois, je vais me permettre voilà, d'afficher tout ça. On est sur des métiers où en effet il y a différents types d'évolutions possibles, que ça soit en formation initiale ou en formation continue. Je vais commencer par la formation continue parce que ça veut dire que même quelqu'un qui n'aurait pas dans un premier temps fait cette formation au départ va pouvoir passer ce qu'on appelle les formations de marin ouvrier, puis patron de navire. Donc différents grades en fait qui permettent de travailler dans la conchiliculture. Ce sont des formations relativement courtes, donc accessibles rapidement. Donc même des jeunes gens peuvent évoluer très très vite. Et on a différentes possibilités. Vous pouvez le voir aussi dans la formation initiale, du CAP jusqu'au BTS.
de manière classique ou grâce à l'apprentissage. Et on peut tout à fait rentrer sur un CAP ou un BTS et passer du statut d'ouvrier, de marin ouvrier jusqu'à responsable d'exploitation et même, on le souhaite, reprendre une exploitation à l'issue. Le bac, à partir du bac pro, on peut reprendre une exploitation. Et dans le cadre de la formation continue, je l'ai pas noté ici parce que c'est spécifique à l'installation, un petit peu comme dans l'agriculture, mais il existe une formation aussi pour reprendre une exploitation ostréicole. Donc en effet, les possibilités sont nombreuses et assez rapides. Merci, Émilie. Je vous laisse passer sur la partie éventuellement de la pêche embarquée en Bretagne. Merci. On passe à la pêche. Donc là, la spécificité, c'est vraiment qu'on va être que sur le bateau, hein. Le message tout à l'heure, c'était vous voulez un métier diversifié en mer, à terre, on part sur la conche. Là, si on a envie d'être en mer tout le temps, c'est la pêche embarquée. Et je voulais vous parler, donc vous donner quelques statistiques. On a de plus en plus de femmes malgré tout. Ça reste un secteur très masculin puisqu'un petit peu moins de 2% des femmes sont embarquées. En revanche, on a 52%, je l'ai évoqué en conchyliculture et c'est la même chose pour la pêche des marins qui ont plus de 50 ans, en sachant que les marins ont une possibilité de retraite à 55 ans. Donc, ils partent pas tous à 55 ans, mais ça veut dire qu'en effet, pour rebondir sur ce que disait Gilles, même s'il n'y a pas eu de nouvelles créations d'emplois, donc qui sont liées à une difficulté de conjoncture, la structure des emplois actuels, en fait, et depuis quelques années, ça risque de s'accentuer, fait qu'on a un déficit important, en fait, de matelots, de mécaniciens et de patrons à la pêche. Un nouvel entrant sur deux a plus de 25 ans. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui rentrent aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant dans la pêche par le biais de la reconversion professionnelle. Et dans le même ordre d'idée, ben, on a une baisse en fait de ceux qui seraient rentrés avant 20 ans. Donc c'est bien ça la difficulté, c'est qu'un peu moins d'entrants en lycée maritime, formation initiale, un peu plus en reconversion. Et c'est aussi pour ça que je suis là, pour vous montrer que voilà, les métiers sont accessibles en formation initiale ou continue et qu'il y a bien des besoins en recrutement. Donc je sais pas, voilà, dans quelle mesure vous connaissez ces métiers-là ou pas, le métier de marin-pêcheur. Enfin, ils sont tout autour de vous la plupart du temps. Et en fait, je voulais vous en parler parce que la plupart du temps, quand je croise les enfants, les parents et même les jeunes adultes ou les adultes ont une image de pêcheur, c'est partir loin et longtemps. En Bretagne, c'est pas le cas. Statistiquement, c'est même pas du tout le cas, puisque on a 70% de nos navires qui font de la petite pêche ou de la pêche côtière. Donc, je vous ai mis les photos pour que vous puissiez voir. Donc, la petite pêche, la pêche côtière, ça veut dire qu'on va avoir des navires qui vont rentrer tous les jours à la maison. Donc, quand on a des jeunes qui s'orientent vers ces secteurs-là, alors évidemment, ils font pas 35 heures, hein, comme vous pouvez le voir, un démarré de 24 heures, 96 heures. Donc, en effet, à la semaine, hein, ça peut être assez important, mais ils débarquent tous les jours. Ensuite, on va avoir la pêche au large, la pêche hauturière. Donc là, on a des bateaux, comme vous pouvez le voir, entre 16 et 24 mètres. Donc là, ils partent un peu plus loin, soit à la semaine, soit 15 jours. Ça représente 20 à 30% de nos bateaux en Bretagne. Hein, donc pour ceux, peut-être certains connaissent des bateaux comme l'armement Porcher, hein, qui sont un des plus gros armements de pêche bretons. Ces bateaux-là partent un petit peu plus longtemps. Donc quand c'est comme ça, il y a les équipes tournent, hein, c'est-à-dire que les gars embarquent une semaine à 10 jours et vont rester une semaine à terre derrière. Et puis tout au bout du diapo, là, le grand bateau à droite, c'est la grande pêche, hein. On a un seul bateau comme ça. En Bretagne. Voilà, ça représente une toute petite partie. Donc la grande pêche, on est sur des bateaux qui vont partir entre 1 et 2 mois. Hein, donc là, on est sur des embarquements longs. Ils recrutent aussi, mais c'est pas du tout ce qu'on a le plus en Bretagne, en tout cas. Donc voilà, ce que je viens de vous dire juste avant, c'était pour vous montrer qu'on va pas toujours loin. La plupart du temps, on rentre tous les jours et qu'aussi en fonction du coût du bateau sur lequel on va travailler, ben on fera pas le même boulot. C'est sûr, c'est pas pareil de rentrer tous les jours à la maison et de passer une semaine en couchette
ou un mois sur un grand navire de pêche dans lequel vous avez même des salles de muscu et des connexions Wi-Fi, donc très différent. Et une autre des raisons pour lesquelles le métier de pêcheur, il va être différent en fonction du bateau sur lequel on est, ça va être lié à la technique de pêche. Donc voilà, on se dit marin-pêcheur, pêcheur c'est pêcher. Eh ben pas tout à fait, ça va dépendre du bateau, de la taille du bateau et surtout de la technique de pêche. Donc là, je voulais vous montrer quelques exemples un peu illustrés parce qu'en fonction de vos territoires, hein, sur lequel là vous êtes tous présents, je ne sais pas si on a à peu près toute la Bretagne qui est représentée, mais il y a des spécificités qui sont liées au territoire, hein. Par exemple, on va trouver beaucoup plus de lignes dans le Finistère qu'en Côte d'Armor. Des casiers, on en trouve un petit peu partout. De la drague, on en trouve principalement pour les coquilles Saint-Jacques et pour les praires. Donc beaucoup en Bretagne Nord, mais pas que. Donc les techniques sont différentes, les tailles de bateaux aussi. Juste pour info, je l'ai pas noté là, pour un peu de culture G. Donc la ligne, le casier, tous les outils qu'on pose, ça s'appelle les arts dormants, parce qu'ils dorment. On attend que en fait les poissons rentrent. Et tout ce qu'on traîne à l'arrière d'un bateau, comme la drague, ou le chalut que vous voyez là sont des arts traînants, hein. Donc le chalut, c'est la grosse chaussette, hein, qu'on a derrière le bateau, c'est-à-dire qu'on a un engin, un outil qui va suivre le bateau. Et sinon, on a aussi la bolinche, hein, qui est une spécialité du Finistère aussi. Les Finistériens, Finistériennes qui sont là doivent déjà connaître ou au moins en ont entendu parler. Et puis le filet, hein, en sachant que vous voyez, je vais pas dans les détails parce que j'ai pas le temps, mais on va pêcher différentes espèces en fonction de la technique en fait que vous utilisez. Donc un futur marin pêcheur, il peut changer de type de bateau, il peut changer de type de pêche. Donc ça veut dire que même s'il souhaitait rester une carrière en pêche, il a beaucoup de choses possibles en fait, en termes là aussi d'activité, pour pouvoir enfin voilà, qui lui sont accessibles directement et avec des conditions de travail qui sont différentes. La durée des marées, par exemple, est pas la même en fonction de si on travaille avec un fileyeur. Hein. Un fileyeur, on va travailler la nuit, 12 à 14 heures. Si on fait de la drague à la coquille Saint-Jacques, on va travailler 5 ou 6 heures en journée. Et il faut savoir qu'il y a aussi des bateaux qui font les deux. La plupart des bateaux bretons sont des bateaux polyvalents. Ça veut dire qu'ils enchaînent les différentes techniques de pêche. Donc ça, il faut l'avoir en tête aussi, parce que les rythmes peuvent, en fonction des bateaux, être assez élevés. Alors on l'a dit tout à l'heure, Marjorie l'a précisé, les possibilités d'évolution en conchyliculture, même système pour la pêche et presque encore plus. Enfin, ça fonctionne un peu différemment, mais avec cette idée d'ascenseur social également, c'est réputé pour la pêche, hein. Le premier diplôme pour être matelot, c'est le CAP quand on est au lycée. C'est le certificat matelot-pont quand on est en formation continue. Ce sont des diplômes avec voilà un faible niveau de qualification, en tout cas au démarrage, peu exigeant, et qui permettent d'accéder à un poste de capitaine à la fin, c'est-à-dire on peut commencer comme matelot, faire de la formation continue. Mécanicien, chef mécanicien, patron pêcheur. Donc le patron pêcheur, c'est celui qui conduit le bateau, quelle que soit sa taille. Et on parle de capitaine quand le bateau est plus gros, est plus gros. Comme ce sont des formations relativement courtes, elles permettent une ascension assez rapide. Nous, c'est pas rare de travailler avec des jeunes armateurs. Donc, armateurs, non seulement ils sont patrons, mais souvent propriétaires du bateau, qui ont 25, 26, 27 ans, parce qu'ils ont pu évoluer rapidement dans la filière, en fait. Je vais vous montrer ça juste après. C'est lié, en fait, aux formations. Donc, je vais commencer par matelot, c'est ce qui recrute le plus, même si vous l'avez compris, on a besoin aussi de mécaniciens et de patrons de navire. Donc, la formation initiale, c'est le CAP matelot, mais beaucoup des jeunes choisissent le bac professionnel conduite et gestion d'une entreprise maritime. Un petit peu comme dans l'agriculture, ce bac professionnel, il va permettre de valider l'ensemble des brevets maritimes et d'accéder, hein, si on le souhaite un jour, à la création d'une entreprise, enfin à la reprise d'un bateau. Où est-ce qu'on fait ces formations? Je ne sais pas si vous le saviez déjà, mais du coup, en Bretagne, on a
4 lycées maritimes sur les 12 lycées maritimes français. Et donc, ça va être Etel, Guilvinec, Paimpol ou Saint-Malo en fonction des départements sur lesquels vous vous trouvez. Pour la formation continue, on va pouvoir passer le certificat matelot pont. Donc le certificat matelot pont, c'est 2 mois et demi de formation, donc relativement courte comme je pouvais vous le dire. Et elle a l'avantage, cette formation-là, d'être accessible en alternance. Nous, ça fait partie de nos missions principales hein, d'orienter vers cette possibilité-là. Aussi parce que c'est un système de financement de la formation qui fonctionne très bien et surtout parce que ça permet d'être formé à bord et du coup les recrutements sur les bateaux derrière sont très importants, les taux d'insertion sont énormes quoi. Et aussi souvent ce sont des gens qui restent à la pêche derrière parce qu'ils ont pu embarquer très vite en fait sur un bateau. Donc même principe, sauf que là on va travailler avec le centre de formation continue, le CEFCM. On a l'avantage en Bretagne qu'il y a un seul centre de formation maritime. Donc il est situé à Concarneau pour son siège. Il en a un autre à Lorient et tout le reste des autres formations sont délocalisées dans les lycées maritimes. Donc vous allez pouvoir les retrouver, comme j'ai évoqué juste au-dessus, au Guilvinec, à Etel, à Saint-Malo, à Paimpol, en fonction des formations. Mécanicien, c'est le bac professionnel électromécanique marine. Alors on parle bien de mécanicien embarqué, hein. Il existe de la mécanique de plaisance. C'est une autre formation qui est proposée aussi dans les lycées maritimes. Mais là, moi, je parle bien des métiers embarqués. Donc on retrouve les mêmes lycées. Etel, Guil, Paimpol, Saint-Malo en formation initiale. Et en formation continue, toujours le CEFCM, la formation s'appelle le 250 et le 750. Quand on passe le 750, le 250 est intégré. Je vous fais pas les détails techniques, hein, c'est lié à la taille du moteur. Le nom de la formation, ça n'a pas beaucoup plus d'intérêt, mais ça permet en tout cas d'entrer sur des métiers, différents métiers embarqués. En sachant qu'on a beaucoup de bateaux qui ne parviennent pas à quitter les quais parce qu'ils n'ont pas de mécanicien. Ça fait partie des fonctions obligatoires, notamment sur les bateaux qui partent au large. Donc, recrutement et salaire qui vont avec pour ceux qui souhaitent s'orienter vers ce côté-là. Mais il y a un bémol, il faut quand même que vous ayez en tête, je ne sais pas si vous le saviez, c'est aussi pour ça qu'on accompagne, hein, nous, l'association, dans les différentes démarches, c'est parce qu'il y a des spécificités au métier de mer. Donc là, c'est vrai pour tous les métiers, mais du coup, la pêche aussi. Il faudra pour les nouveaux entrants, qu'ils soient lycéens en formation initiale ou futurs matelots en formation continue, une aptitude médicale. Donc ça veut dire un numéro de marin, ça veut dire qu'il faut passer devant un médecin des gens de mer. Il y en a un ou deux par département. Les délais peuvent être relativement longs parfois, donc il faut les prendre en compte. Et en effet, il y a certains critères qu'il faut avoir en tête, type vaccin à jour, pas une myopie trop importante, c'est des questions de sécurité, hein, et notamment pas de consommation de stupéfiants. Voilà pour les formations. Merci beaucoup, Émilie, pour ce tour d'horizon très complet sur les techniques de pêche. Il nous reste un peu de temps pour aborder le volet solutions pour nos professionnels de l'emploi. Vous l'avez évoqué, le secteur a de gros besoins, notamment avec la saisonnalité et le renouvellement des générations. Pourriez-vous nous en dire davantage sur les missions de Cap à venir? Et je pense notamment à vos dispositifs de mise en relation et la fameuse marée découverte dont on avait discuté ensemble. Et comment cet outil permet-il concrètement de sécuriser le parcours d'un candidat avant qu'il ne s'engage en formation ou en contrat? Complètement. Oui, c'est le premier outil à notre disposition et comme je viens d'avoir les chiffres, là je peux le dire, hein, là on a accompagné cette année, enfin en 2025, un peu plus de 60 alors marée découverte, c'est comme ça qu'on appelle les stages en effet embarqués. Donc ça reste des stages à la base classique, c'est-à-dire avec une convention. Donc si des prescripteurs écoutent, ils sauront de quoi je parle, notamment les conventions appelées PMSMP. Enfin, ce sont des conventions qui permettent une immersion en fait dans un secteur d'activité. La pêche en fait partie, sauf qu'il va avoir des spécificités au métier embarqué. Donc on va demander notamment un brevet de natation
et on va demander un certificat médical. Dans les deux cas, ils sont spécifiques à la procédure de marée découverte et pour le coup, Cap Avenir accompagne autant le prescripteur, donc certains d'entre vous sont concernés, justement pour vérifier que cette procédure est bien respectée, que vous soyez pas en difficulté, parce que une fois qu'on a réuni ces différents documents, il y a une déclaration à faire à l'administration maritime. Nous, on fait ça tous les jours, donc on a l'habitude, si on peut vous faciliter la démarche, on est là pour ça. On facilite celle du candidat, parce que comme elle n'est pas habituelle, du coup, c'est bien qu'on puisse vérifier qu'il a bien les bons documents, le relancer et lui rappeler que sans ces documents-là, il pourra pas embarquer. Et en même temps, je sais pas si, enfin, j'imagine que vous le faites autant que vous êtes dans d'autres secteurs, mais encore plus dans les métiers embarqués. Imaginez une entrée en formation, qu'elle soit en alternance ou de manière classique, sans avoir mis un pied sur un bateau. Nous, en tout cas, ça nous semble très difficile, voire impossible. Donc, c'est pour ça on prend du temps pour accompagner sur la marée découverte. On soulage des démarches administratives. L'administration maritime, donc en l'occurrence la DIRNAMO, nous fait confiance pour vérifier ces éléments-là. Et on fait aussi, parce que c'est le plus dur, je sais que vous le savez déjà tous, on fait la mise en relation notamment entre les bateaux et les candidats. Hein. On a des armateurs hein, qui jouent le jeu d'accueillir des stagiaires. Vous le savez, comme dans tous les secteurs, c'est pas tous, mais on en a un certain nombre sur l'ensemble des 4 départements qui font que normalement pas de difficultés particulières à accueillir des découvreurs, comme on appelle ça, sur les bateaux. Donc ça, c'est vraiment une procédure importante. Elle peut faire peur quand on la connaît pas. Franchement, enfin voilà, si besoin en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on n'hésitera pas à soulager sur la partie qui est voilà difficile pour vous, qui vous pose question. Ça c'est pour la partie on accompagne voilà sur la marée découverte, c'est ce qu'on appelle vous le savez la sécurisation des parcours et puis on accompagne jusqu'au bout du projet. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter si il s'agit d'identifier des ressources, de faire des enquêtes professionnelles avec des entreprises de pêche et jusqu'à, puisque j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, on accompagne particulièrement sur la partie alternance. Donc, on trouve aussi des armements pour accueillir des futurs alternants. Sachez que presque chaque année, on a plus d'entreprises de pêche qui sont prêtes à accueillir que de candidats. Donc, c'est pas la problématique de trouver un armement de pêche qui accueille un alternant. Voilà. Donc, j'ai pas regardé s'il y avait des questions et si, n'hésitez pas, des précisions, des compléments. Oui, on va prendre un petit temps pour répondre maintenant. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On peut les prendre directement. C'était très clair en tout cas, Mm. Émilie et Gilles, merci beaucoup. Pour l'instant, enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de questions pendant le webinaire. On peut laisser quand même quelques minutes pour voir si effectivement certaines personnes souhaitent voilà, avoir des informations complémentaires. On a envoyé en tout cas dans le chat le diaporama concernant la présentation de l'étude et le lien vers l'étude pour avoir les éléments un peu plus complets sur les autres domaines d'activité. Concernant votre intervention, Émilie, je vais bientôt envoyer le diaporama également dans le chat. Je crois que c'était tellement clair que voilà, tout le monde reste sans voix. Bah, tant mieux, hein, c'est l'objectif. Et voilà, j'ai plus ou moins centré les choses pour que les messages les plus importants soient passés. Maintenant, j'avoue qu'il y a tellement de spécificités liées enfin tellement, en tout cas certaines spécificités liées au travail embarqué qu'il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé et qui dépendent en fait aussi de chaque situation pour des professionnels là, qui accompagnent différentes typologies. Et puis ça va dépendre évidemment de si on accompagne des scolaires, des adultes, des mineurs, des majeurs. À chaque fois, il va y avoir une petite Les spécificités. particularité. Mm. Donc, j'ai pas pensé à le dire aussi, mais on a une page Facebook qui est, enfin Facebook, Instagram, les réseaux Cap Avenir BZH. N'hésitez pas à les regarder parce que c'est hyper large en termes d'infos. Donc ça va de ce que l'asso fait en passant par de l'infoformation, secteur, témoignages, vidéos.
tout ce qui est en lien en fait avec la pêche et la conchyliculture C'est en Bretagne. intéressant d'avoir effectivement des ressources Voilà. aussi à partager avec les publics. Alors, il y a quand même quelques questions qui sont arrivées dans le chat, Ah, du coup. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre à toutes, hein. On va vous les poser comme ça, puis vous nous direz, voilà, en toute oui. franchise. Donc, il y a Alexandra qui demande s'il est facile, difficile de s'inscrire. Alors, s'inscrire, je suppose que c'est pour une marée découverte lorsqu'on est étranger hors UE. Alors oui pour une marée découverte et oui pour un recrutement aussi. Je vous cache pas que c'est qu'Avenir a décidé de pas développer son expertise sur la question des marins étrangers parce que justement les procédures sont particulièrement complexes, pas les mêmes en fonction de UE ou hors UE. En effet, et du coup, on s'adresse directement à l'administration maritime ou au service social maritime qui a une expertise plus développée sur le sujet que nous sur cette partie-là. Et Donc, alors juste, je vous interromps, Émilie, mais du coup, justement, pour un professionnel de l'orientation qui reçoit un public, est-ce que sur ce type de questions, à ce moment-là, il s'adresse directement à l'administration ou est-ce que c'est intéressant de passer quand même par vos services? alors, il peut nous appeler parce que il va y avoir la partie info métier en fait qui va être, mais qui va être importante. Enfin, voilà, si la personne n'a pas de visibilité sur les métiers de la pêche, il faut qu'on puisse lui expliquer comment ça fonctionne, puis la totalité de la procédure, hors du fait que le statut soit étranger ou pas. Mais en effet, il y a certaines conditions qui sont réunies et pour une marée découverte qui doivent être réunies et pour une marée découverte également qui sont celles classiques pour s'inscrire à France Travail, par exemple. Donc un numéro de sécurité sociale et une pièce d'identité qui permet en fait la demande d'un numéro de marin provisoire. Je vois une autre question de Gérard qui demande si vous faites ce type de présentation, que ça s'adresse d'ailleurs à Gilles et à Émilie, éventuellement dans les lycées et collèges. Donc peut-être Gilles, je vous laisse répondre. Oui, pour des questions de moyens, on fait des présentations auprès des professionnels sans problème, soit par bassin d'emploi, soit par filière professionnelle, et on se répartira suivant justement les agences ou les CCI, mais pas directement auprès du public lycéen, collège, demandeur d'emploi, tout ça, parce que bon, nos forces ne seraient pas suffisantes. Mais sinon, ce Après, serait avec plaisir. Mais par contre, auprès des professionnels ou de regroupements de formateurs ou des personnes dans le domaine de l'insertion, emploi-formation, tout ça, il n'y a pas de problème. Après, on vous a mis le diaporama à disposition. Je pense que les personnes peuvent aussi se l'approprier et le diffuser. Et vous avez donc les résultats de l'étude également, donc en lien dans le chat. Émilie, de votre côté? Oui, alors si nous, on va dans les collèges et les lycées des 4 départements, dès qu'on est sollicité, et avec différentes modalités d'intervention possibles. Donc, enfin voilà, si certains sont intéressés ou en lien, n'hésitez pas, et on le fait régulièrement là en 2025, puisque en effet, la région vient de nous demander les chiffres, on a rencontré un peu plus de 1000 élèves. Euh, et ça fait que augmenter, donc on espère pouvoir continuer encore un peu plus, et quel que soit le territoire, hein. Souvent on pense aux littoraux, mais on intervient aussi dans les terres, entre guillemets, sur différents territoires, même ruraux, hein. Donc n'hésitez pas si besoin, soit à utiliser les supports qu'on vous a présentés, soit à nous solliciter. Pour les collèges, je vous cache pas qu'on utilise beaucoup, notamment quand on peut, en fonction des modalités des casques en réalité virtuelle, qui nous permettent de faire embarquer sur un bateau de pêche ou sur un bateau de conche. Et ça marche très très bien auprès des collégiens. Question complémentaire de Swazik par rapport à vos interventions. Est-ce que vous intervenez également en maison d'arrêt? Oui, oui. Alors ça me fait sourire parce que je viens juste d'avoir une réunion hier ou avant-hier sur le sujet. Et en effet, on est notamment en train d'organiser quelque chose concernant la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, mais on est déjà intervenu à Saint-Malo également. Je connais pas exactement sur les autres territoires, mais oui, on le fait sans problème. Ok, puis je souligne juste que Christophe Piolin, que vous devez connaître, Oui, j'imagine, était avec nous et donc a laissé ses coordonnées si vous avez besoin de contacter également le CEC, le CEFCM. complètement.
N'hésitez pas, Christophe est référent, il a dû le noter du coup, référent pêche, donc il saura orienter en fonction de la demande question la formation qui correspond en face. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je repasse la parole à Marjorie. Oui, super, merci. Et merci pour ces questions, c'est super intéressant. Pour conclure ce webinaire, on souhaitait vous partager une actualité pour le secteur. Donc, une nouvelle rubrique dédiée au pacte sectoriel a été créée sur le site du Grève Bretagne. À ce jour, on en compte 3 qui sont consultables sur notre site. Donc, il y a l'agriculture, le bâtiment et la filière pêche et aquaculture. Donc, sachez que le pacte sur la pêche et l'aquaculture a été officiellement signé le 14 novembre 2025 et vous pouvez retrouver dès maintenant sur la page dédiée tous les éléments structurants de ce pacte. Donc, les chiffres clés, les engagements de la filière et les leviers d'action pour l'emploi et la formation. C'est une ressource qui fait écho aux échanges qu'on a eus avec Émilie juste avant. Donc, merci à nos 2 intervenants d'avoir été présents et avec nous aujourd'hui, et ainsi que pour nos temps de préparation. Et merci à vous toutes et à tous qui avez participé à ce rendez-vous. J'espère que c'était très clair et fluide pour tout le monde. Eh bien voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée à toutes et à tous, et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, Merci, à au bientôt. revoir. Au revoir.